des bruits de choc ou sourds auraient été entendus toutes les 30 minutes environ. Alors, il faut être extrêmement prudent, hein. On sait qu'il peut y avoir des détections qu'on croit les bonnes et qui ne sont pas les bonnes, mais c'est vrai que euh, le fait que ces bruits soient entendus toutes les 30 minutes, qui semblent être des bruits basse fréquence, donc c'est des bruits du coup de choc qui peuvent se propager jusqu'à la surface. Donc ça, c'est important, parce que dans la colonne d'eau, la propagation acoustique n'est pas très bonne. Donc effectivement, ce type, si quelqu'un tape sur une structure métallique, ben, ça va s'entendre dans l'eau et assez loin, Dieu merci. Voilà, donc après, j'imagine que, puisque c'est les outils de l'US Navy qui ont entendu ce bruit, ils sont en capacité de les analyser, de voir s'il y a une forme de récurrence, si c'est un bruit régulier, ou si c'est un bruit qui est de type choc, effectivement, et qui va donner une indication sur le fait que c'est bien un choc manuel. Apparemment, ils ont perdu le contact dimanche soir. La limite en termes de réserve d'oxygène et de chaude sodée serait aux alentours de 96 heures. Donc, en gros, ça nous mène à jeudi soir. Après, effectivement, en plus, il y a à bord un pilote, et puis si c'est avéré Paul-Henri Nargeolet, c'est des gens qui sont aussi rompus à l'usage et à la gestion de ce type de situation, où effectivement, il faut savoir doser la capacité, le volume d'oxygène présent, et puis la réserve de chaud, de façon à pouvoir optimiser finalement les possibilités de respiration à bord. Donc, en gros, effectivement, il est impératif de retrouver le sous-marin d'ici vendredi. Je crois que le réflexe, ça a été de se dire, effectivement, il y a quelqu'un qui fait partie de l'histoire de l'Ifremer qui est à bord. Et puis c'est aussi le réflexe puisque nous avons nous-mêmes un sous-marin habité, nous avons des procédures de sauvetage qui sont calées avec nos collègues américains et japonais depuis maintenant 20 ou 30 ans, comme quoi, finalement, s'il y en a un qui est en difficulté, les autres vont faire le maximum pour envoyer leur sous-marin pour le sauver. Donc, quelque part, cette démarche de mettre à disposition la Talente le plus vite possible, de voir comment on pouvait faire, elle s'inscrit dans une logique de gens de la mer et de gens des opérations sous-marines qui disent, si moi je suis dans la même situation, j'apprécierais qu'on vienne. Et donc, là-dessus, au-delà du fait que possiblement il pouvait y avoir Paul-Henri Nargeolet qui était à bord, la réaction immédiate de l'ensemble des équipes chez nous, ça a été de dire, bah, on est proche, il faut y aller. C'est la première fois que ça arrive, au moins avec un sous-marin commercial. Un sous-marin militaire, je ne sais pas. Donc, c'est
c'est extrêmement rare. C'est-à-dire, d'une part, les submersibles habités qui vont à ces profondeurs-là se comptent en moins d'une vingtaine, voire moins d'une dizaine. Il existe des roves. Donc là, la situation d'un rove qui est perdu à 4000 mètres, voilà, on perd un engin, mais il n'y a personne à bord. Donc c'est un robot qu'on perd. Là, sur les submersibles habités, c'est effectivement une forme de première de devoir rechercher des personnes à ces profondeurs-là.